Au début, nous vivions sur un monde plat immobile, au centre de l'univers, et le ciel tournait autour de nous, une fois par jour. Mais notre monde n'est pas resté plat très longtemps. Quand le Soleil et la Lune sont exactement opposés dans le ciel, nous nous sommes rendus compte que l'ombre de notre monde sur la Lune est toujours circulaire, ce qui implique que nous vivons sur une sphère, le seul corps dont l'ombre est toujours circulaire. Mais pourquoi notre monde était-il sphérique? Et, encore plus problématique, pourquoi restions-nous collés à sa surface, plutôt que de dériver dans l'espace? Peut-être était-il impossible de répondre à ces questions, autrement qu'en affirmant que les dieux ont fait le monde ainsi et que leurs actions régissent son comportement. Mais il y avait peut-être des réponses plus simples. Par exemple, si l'univers était fait de quelques éléments fondamentaux, et si un de ces éléments, appelons-le Terre, avait comme tendance naturelle de se rapprocher le plus possible du centre de l'univers, il devrait naturellement s'y accumuler, dans un immense monde Terre, en adoptant la configuration la plus compacte possible, celle d'une sphère. Nos corps contiendraient de la Terre, ce qui expliquerait que nous sommes attirés vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de l'univers. Nous avions là un système d'explication, une théorie, qui était simple, élégante et qui expliquait plusieurs faits. La physique était née. Dans la théorie du centre de l'univers, le ciel devait être fait d'un élément spécial, qui avait comme mouvement naturel de tourner autour du centre de l'univers. Ainsi, il y avait une physique terrestre, qui s'appliquait à notre monde, et une physique céleste, qui s'appliquait au ciel. Les mouvements dans le ciel ont une certaine régularité. Le Soleil prend toujours un an pour faire le tour des constellations du zodiaque, la Lune prend toujours un mois. Il y a 5 autres objets visibles à l'œil nu qui peuvent également se déplacer par rapport aux constellations, les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Leurs mouvements sont plus compliqués. Parfois, ils effectuent une rétrograde. Ils se déplacent par rapport aux constellations dans le sens inverse pendant quelques semaines, avant de reprendre leur mouvement dans le sens habituel. Pour expliquer les mouvements planétaires, nous avons essayé de construire des modèles géométriques. Nous avons placé chaque planète sur une orbite circulaire autour de la Terre, mais pour reproduire le mouvement rétrograde, il a fallu placer chaque planète sur un petit cercle, appelé épicycle. Pour que le modèle fonctionne, le Soleil devait jouer un rôle spécial. Sa position par rapport à la Terre était mystérieusement reliée au mouvement de chaque planète sur son épicycle. Cela a pris des siècles avant qu'on réalise que cet aspect du modèle centré sur la Terre signifiait que le Soleil, et non la Terre, était le véritable centre du système. La Terre devenait une simple planète tournant autour du Soleil, et le fait que nous observions le ciel depuis une plateforme en mouvement expliquait naturellement les mouvements apparents des planètes. Dans cette nouvelle cosmologie centrée sur la Terre, seule la Lune continuait de tourner autour de nous. L'hypothèse que notre planète tournait autour du Soleil beaucoup plus vite que les mouvements les plus rapides observés sur Terre, en plus de tourner sur elle-même, soulevait certains problèmes. Pourquoi ne sentions-nous pas ces mouvements? Ne devrions-nous pas passer nos vies accrochés aux arbres ou à d'autres objets fixes, afin de ne pas être laissés en arrière? Et si la Terre se déplaçait autour du Soleil, comment la Lune faisait-elle pour nous suivre sur son orbite? Le problème ne fit que s'aggraver avec l'invention du télescope, quand on découvrit que d'autres planètes avaient des satellites. Nous n'avions d'autre choix que d'abandonner l'idée que le centre de l'univers dictait le mouvement des objets, car il y avait plusieurs centres, le Soleil, la Terre, Jupiter. La découverte qui a enfin mis la physique sur la bonne piste et qui a mené à notre compréhension moderne de l'univers a été la réalisation que tous les objets, peu importe leur composition, ont le même mouvement naturel, et que celui-ci n'a rien à voir avec le centre de l'univers. Ce mouvement naturel est tout simplement de se déplacer en ligne droite à vitesse constante. En d'autres mots, les objets possèdent une certaine inertie. Si un objet ne se déplace pas en ligne droite à vitesse constante, s'il va de plus en plus vite, ralentit ou change de direction, son mouvement n'est pas naturel, il est forcé, et il faut déterminer quelle force est responsable. En l'absence de force, les planètes se déplaceraient en ligne droite à vitesse constante et quitteraient le système solaire. Cela veut dire que le Soleil exerce une force de gravité qui tire sur les planètes vers l'intérieur, vers le Soleil lui-même. Une orbite est tout simplement le compromis entre la tendance naturelle à continuer tout droit et la force d'attraction d'un gros objet situé au centre de l'orbite. Maintenant, si chaque objet dans l'univers attire chaque autre objet, si la gravitation est universelle, il existe plusieurs centres locaux de gravité. En combinant le concept d'inertie et l'idée de la gravitation universelle, il devient possible de comprendre un large éventail de phénomènes, de la trajectoire d'un objet près de la surface de la Terre aux orbites des planètes dans le système solaire ou à celles des étoiles dans les systèmes stellaires multiples et les galaxies. Contrairement à ce que les premiers physiciens pensaient,
La même physique s'applique à la chute d'une pomme et au mouvement de la Lune. Il existe une seule physique, et elle s'applique à l'ensemble de l'univers observable.